Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule Adapter l'alimentation, un défi en EHPAD pour plusieurs raisons, à la fois garantir le plaisir, les apports nutritionnels et pour stimuler le plaisir de manger. Si donc on s'intéresse un peu déjà à l'arrivée en EHPAD, on sait que ça engendre de multiples changements et notamment au niveau du repas par déjà le lieu et l'organisation des repas. On doit se retrouver en salle à manger, à des tables qu'on n'a pas forcément choisies. On mange en collectif. La durée du repas et les horaires sont parfois imposés, donc on est moins libre d'organiser notre journée. On est souvent à la fois à domicile, on était parfois seul ou à deux, et là on se retrouve en groupe, en collectif. On n'a pas forcément le choix des voisins de table qu'on a, et donc ça peut être parfois le reflet de nos propres fragilités. On a des témoignages de résidents qui nous disent voilà, mes voisins de table, ils sont gentils, mais ils perdent la mémoire. Donc c'est vraiment le reflet des fragilités. Et puis après, au-delà de l'organisation, sur le choix et le contenu du repas, on n'est pas forcément maître de ces éléments. Il y a les contraintes du collectif, donc on n'a plus vraiment de liberté sur le choix et le contenu du repas. Donc ça, c'est d'un point de vue collectif. Après, d'un point de vue individuel, on sait que le vieillissement va impacter notre alimentation via différentes problématiques. Donc, par exemple, une des premières, qui est souvent la raison pour laquelle on entre en EHPAD, c'est la perte d'autonomie. On a même parfois besoin d'aide pour s'alimenter. On a aussi souvent des troubles bucco-dentaires ou des troubles de la déglutition. Donc, ça va engendrer une éviction de certains aliments ou une adaptation des textures pour maintenir le plaisir de manger et des apports alimentaires suffisants. On va avoir aussi une diminution des capacités olfactives et au niveau aussi du goût. Ça concerne environ 57% des personnes de plus de 65 ans. On a aussi des problèmes souvent au niveau digestif, ou en tout cas des modifications du système digestif. Le temps de transit est souvent plus long et on a parfois une moins bonne digestion ou une moins bonne absorption des nutriments. Concernant aussi les maladies chroniques et les traitements, plus on est âgé, plus on est à risque d'avoir des maladies chroniques. On va prendre du coup des traitements qui peuvent avoir des effets sur la faim et ou sur le goût des aliments qu'on va consommer. Et un dernier élément, ce sont les facteurs psychologiques qui engendrent souvent une baisse de morale, dépression, solitude, isolement. Et toutes ces problématiques-là ont finalement un point commun qui est la perte d'appétit. Donc, on parle souvent de perte d'appétit, manque d'appétit ou manque d'envie de manger. On a une étude là qui est sortie en 2020 sur à peu près une centaine de résidents sur le dîner. Et environ la moitié des résidents déclaraient ne pas avoir faim ou alors une très légère faim pour le dîner. On a des témoignages qui disent voilà, j'ai un petit appétit, je suis dégoûtée quand il y a trop, ou alors un changement d'habitude sur le dîner. Chez moi, je faisais des œufs, une tomate, un yaourt, et ça me suffisait. Ici, il y a trop à manger. Donc, on voit vraiment que ça peut aussi avoir un impact sur la faim et l'appétit. Et 3/4 des aînés qui viennent au dîner, c'est soit par obligation ou par habitude. On a un témoignage là qui nous dit j'accorde plus d'importance à la nourriture, je prends ce qu'on me donne. Voilà, il n'y a plus vraiment de lien à l'alimentation. Ou au contraire, d'autres trouvent ce moment comme un moment convivial. C'est un moment où on se retrouve avec les collègues de table. Ça permet de bien finir la journée et donc de rythmer un petit peu la journée. Enfin, 75% des résidents sont satisfaits ou très satisfaits du dîner et en particulier pour l'entrée, donc qui est souvent le potage et le dessert. Donc, ce sont des aliments qu'ils apprécient particulièrement. En plus donc, du manque d'appétit et du manque d'envie de manger, on constate que souvent les besoins nutritionnels ils ne sont pas couverts. Environ 8 sur 10 résidents ne couvrent pas leurs besoins caloriques et protéiques et que même 4 sur 10 consomment moins des 2/3 des apports conseillés en protéines. Ça s'explique parce qu'il y a souvent une consommation insuffisante du plat protéiné lors des repas principaux. En moyenne, un résident va consommer entre 50 et 70 grammes de viande proposée au déjeuner, par exemple, alors qu'on
on en propose 100 grammes. Donc, on voit que finalement, il y a aussi des besoins nutritionnels qui ne sont pas couverts. Finalement, un peu pour conclure cette introduction, on voit bien que l'alimentation en EHPAD, elle est vraiment au cœur de la prise en charge des résidents pour plusieurs raisons. Une première, pour évidemment une raison de santé, parce qu'une alimentation adaptée aux besoins nutritionnels va permettre de prévenir et lutter contre la dénutrition et donc maintenir une bonne santé. On a aussi une dimension qui est très importante et qui va avoir un impact sur notre alimentation, donc c'est le plaisir, faire en sorte que le repas soit un moment convivial et agréable pour favoriser le plaisir de manger. Et enfin, une troisième dimension, un troisième élément dont on entend de plus en plus parler, c'est le côté durable de l'alimentation, en ayant une attention particulière sur les approvisionnements, qu'ils soient de qualité, ancrés dans les territoires, tout en ayant une vigilance sur la réduction du gaspillage alimentaire. Tout cela pour respecter l'environnement. Et finalement, ces trois dimensions, on voit qu'elles sont interconnectées et qu'il est vraiment important de ne pas les dissocier, de vraiment avoir en tête ces trois dimensions, santé, plaisir, durable. Tout ça, évidemment, avec un budget contraint qui peut parfois limiter la marge de manœuvre. Charlotte, je te laisse continuer sur l'adaptation. Oui. Juste un petit truc. Voilà. Donc, comme Aurélie l'a dit, l'alimentation en EHPAD, elle joue un rôle primordial sur la santé des résidents. Et donc, un des premiers défis, ça va être d'adapter cette alimentation pour garantir les besoins nutritionnels des personnes âgées, avec toutes les problématiques et les spécificités liées au vieillissement qu'Aurélie vient d'évoquer. Alors, si on balaye ensemble les repères alimentaires pour la personne âgée, comme vous le savez, les besoins nutritionnels, ils ne diminuent pas avec l'âge. Certains, comme les besoins en protéines, augmentent même. Et finalement, avec le vieillissement, bien manger, c'est vraiment manger de tout en quantité adaptée et avec plaisir. Et comme les besoins en protéines sont plus importants et plus élevés que ceux d'un adulte, il faut être particulièrement vigilant à ce que l'alimentation apporte suffisamment de protéines. Et donc, les trois catégories d'aliments qui apportent le plus de protéines, ce sont d'abord la viande, l'œuf et le poisson, à consommer 1 à 2 fois par jour, pour le poisson 2 fois par semaine. Autre catégorie, les légumes secs, donc qu'il est recommandé de consommer minimum 2 fois par semaine. Et enfin, les produits laitiers qui vont vraiment être des sources très intéressantes de protéines à hauteur de 3 à 4 par jour. En ce qui concerne la structure des repas, donc on retrouve bien sûr les 3 repas principaux et puis minimum une collation l'après-midi. Et puis pour les personnes qui ont peu d'appétit, qui n'arrivent pas à manger de grosses quantités d'un coup, on peut rajouter aussi quelques collations dans la matinée ou en soirée par exemple, ce qui peut permettre notamment de diminuer le jeûne nocturne. Et enfin, à partir d'un certain âge, on va vraiment essayer de limiter les régimes, de limiter en fait toutes les restrictions pour vraiment favoriser le plaisir et stimuler l'envie de manger. On a vu qui était impacté chez les résidents en EHPAD. En cas de perte d'appétit, donc de diminution importante de la prise alimentaire et donc de risque de dénutrition, il y a 2 stratégies pour continuer à essayer de couvrir les besoins nutritionnels. En première intention, c'est l'enrichissement. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être d'augmenter les apports en protéines et en énergie sans augmenter le volume de ce qui est mangé par le résident et donc de faire en sorte en fait que tout ce que le résident consomme soit le plus riche possible, à la fois en énergie et en protéines. Et donc pour cela, on peut ajouter dans l'alimentation, dans le potage par exemple, des produits riches en énergie, comme la crème, le beurre ou l'huile, donc qui vont vraiment apporter des calories, mais aussi, et il ne faut pas les oublier, des produits riches en protéines, donc comme le fromage, les œufs, le jambon mixé, ou encore la poudre de lait ou la poudre de protéines. Donc, on reverra un peu plus en détail tout à l'heure différentes techniques d'enrichissement. Et deuxième stratégie, donc là vraiment en cas de dénutrition ou quand vraiment l'alimentation traditionnelle ne suffit plus, là on peut prescrire des compléments nutritionnels oraux, donc qui sont des produits concentrés en protéines et en calories, qui existent sous différentes formes, avec différents parfums, différentes textures. Et donc l'idée va être de les faire consommer en plus des repas et pas à la place des repas, évidemment.
Hop, alors je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer à un petit cas concret. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et ce qu'on a peut-être oublié de vous dire, c'est que le webinaire était enregistré, donc le replay serait dispo et que vous aurez aussi le support. Je ne vois pas de questions, non Aurélie, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça marche. Alors, pour illustrer tout ça, donc, on vous présente Madame Durand, donc, qui est résidente d'EHPAD. Elle a 87 ans, elle pèse 60 kilos, elle est assez fatiguée, elle a un petit appétit et surtout, elle est vite écœurée par la viande. Et à titre indicatif, hein, ce n'est pas du tout l'idée de calculer pour chaque résident quels sont ses besoins en protéines, hein, mais là, voilà, dans le cadre de ce webinaire, pour vous donner une petite idée, ses besoins protéiques qui sont d'environ 65 grammes par jour. Et donc, si on regarde un petit peu ce que cette dame mange tout au long de la journée, au petit déjeuner, elle a plutôt bon appétit, elle boit son café, elle mange ses tartines de confiture, elle consomme la totalité de son petit déjeuner. Le midi, elle mange toute son entrée de crudité avec un morceau de pain. Le plat principal, elle commence à caler un peu, elle mange que la moitié, hein, surtout la moitié de la viande. On a vu que c'était pas son aliment préféré. Elle mange une bonne partie de son yaourt, la moitié de sa salade de fruits. En collation à 16h, elle prend un petit sirop et un biscuit. Et enfin, au dîner, elle consomme la totalité de son potage. Et vraiment, elle aime bien le potage. C'est une quiche en plat principal. Bon, elle n'a plus trop faim, donc elle en mange un quart, une toute petite partie. Et puis, pareil, elle n'a plus trop faim, donc la moitié de son dessert. Alors, à votre avis, est-ce que cette dame, Madame Durand, elle consomme suffisamment de protéines? Donc, ce qu'on peut faire, pour ceux qui pensent qu'elle n'en consomme pas assez, vous pouvez lever la main. Vous avez un petit bouton. Alors, je vois plein de mains levées. Pas tout le monde, mais il y en a quand même pas mal. 19 sur 30, 20 sur 38, ça augmente encore. Ça augmente encore. Ok, donc en majorité, quand même, là, vous êtes 24 sur 38 à penser qu'elle ne consomme pas suffisamment de protéines, cette dame. Et donc, on a fait le calcul. En effet, en consommant tout ce qu'on vous a listé là, elle en est à 37 grammes de protéines. Donc, c'est juste un tout petit peu plus que la moitié de ses besoins. Et pourtant, on voit que cette dame, elle mange. Hein, à chaque repas, elle consomme pas mal d'aliments quand même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chez les personnes âgées, c'est quand même assez difficile d'atteindre les besoins en protéines, hein, qui sont vraiment augmentés avec le vieillissement. Et donc, ce n'est pas si simple d'apporter autant de protéines qu'il n'en faudrait. Alors, pour cette dame, on peut réfléchir à quelles adaptations de son alimentation on pourrait faire pour justement booster ses apports en protéines. Au petit déjeuner, on sait que cette résidente, elle mange plutôt bien, elle a bon appétit. Par contre, les apports en protéines d'un petit déjeuner à la française, ils sont quand même pas très élevés, hein, avec une boisson chaude et juste du pain et de la confiture, c'est quasiment zéro de protéines. Donc, par exemple, on pourrait profiter du petit déjeuner et du fait qu'elle ait bon appétit pour lui proposer un peu plus d'aliments riches en protéines. Alors, le plus simple à proposer, c'est les produits laitiers, hein, surtout les petits suisses ou le fromage blanc qui vont être vraiment plus intéressants qu'un simple yaourt parce que plus riche en protéines. Ça peut aussi être des produits salés comme le fromage ou une tranche de jambon. Ça, c'est vraiment en fonction des habitudes alimentaires de chacun. Donc là, on va dire que Madame Durand, elle n'est pas trop salée au petit déjeuner, c'est pas trop dans ses habitudes. Par contre, les petits Suisses, quand on lui propose le matin, elle les mange volontiers. Et puis, on peut aussi, dans son café ou dans sa boisson chaude, si elle aime le café au lait, par exemple, on peut en profiter pour rajouter un peu une cuillère à soupe de poudre de lait dans son café. Et ça permet encore de gagner quelques grammes de protéines. Le midi, on a vu qu'elle avait bien aimé son entrée. Donc, les crudités, c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Évidemment, ça apporte des fibres, des vitamines et des minéraux, mais là encore, pas du tout de protéines, alors que ça remplit quand même une bonne partie de l'estomac.
Donc là, ce qu'on pourrait faire pour cette dame, c'est en plus de son entrée, enfin pour compléter son entrée de crudité, lui proposer un œuf ou du thon, par exemple, qui vont bien se marier avec l'entrée de crudité et qui vont lui permettre de consommer un petit peu plus de protéines, sachant qu'on sait que de toute façon, elle mange que la moitié de sa portion de viande. Donc voilà, avec Madame Durand, un œuf à son entrée de crudité, ça marche bien. Au goûter, là encore, les goûters, les collations, très souvent, quand on part sur une boisson et un biscuit, on apporte souvent du sucre, donc de l'énergie, hein, c'est pas mal, mais là encore, ça ne permet pas de rajouter de protéines. Donc, on peut aussi profiter de la collation de l'après-midi pour rajouter un produit laitier, notamment un fromage blanc, par exemple. Alors après, là, on vous donne des idées d'adaptation. Certaines vont fonctionner, d'autres non. Là, on peut se dire que cette résidente, par exemple, à 16 heures, elle n'a pas du tout envie d'un fromage blanc. Et puis en plus, il y a un petit risque aussi que ça lui coupe l'appétit pour le repas du soir. Donc bon, finalement, on ne retient pas cette possibilité, cette adaptation. Et enfin, le soir, au repas du soir, on a vu qu'elle n'avait pas mangé grand-chose. On peut, pourquoi pas, lui proposer un morceau de fromage en plus, un morceau de camembert, par exemple, qui va aussi booster les apports en protéines. Si elle n'aime pas, si elle n'a vraiment pas faim et qu'on sait que c'est vraiment le potage qu'elle va consommer en priorité, et bien là, on peut partir sur un enrichissement du potage. Donc là, par exemple, avec de la vache qui rit et de la poudre de lait, hein, dans le même bol de potage, on rajoute 7 grammes de protéines sans que la résidente ait besoin de consommer plus. Et donc, finalement, avec ces petites adaptations tout au long de la journée, au final, donc on a vu que certaines fonctionnaient, d'autres moins, mais on arrive à augmenter significativement les apports en protéines de l'alimentation de cette résidente. Et donc là, on en est à 64 grammes. Encore une fois, c'est à titre indicatif, hein, mais c'est pour vous donner une idée qu'on a réussi avec ces petites adaptations à atteindre les besoins en protéines de cette personne. Et finalement, l'exemple de Madame Durand, il est assez classique, hein, c'est un peu, on l'observe pour pas mal de résidents. Et puis, ce qu'on a fait là pour elle, comme petite adaptation tout au long de la journée, ces adaptations, elles pourraient presque être faites pour tous les résidents. C'est un peu des réflexes qui pourraient être pris et qui sont valables pour toutes les personnes âgées. Par exemple, le fait de proposer des produits laitiers à chaque repas ou en collation. On a dit tout à l'heure que c'était des bons vecteurs de protéines. Que les recours sont autour de 3 à 4 par jour. Donc voilà, essayer de se dire à chaque repas, à chaque prise alimentaire, on propose des produits laitiers en privilégiant plutôt les petits suisses, les fromages blancs et les fromages à pâte dure qui vont être vraiment les plus riches en protéines. Pour ce qui est des entrées de crudité, on peut essayer de les remplacer ou de les compléter par des aliments riches en protéines. Donc, on l'a dit, ça peut être un œuf, un peu de poisson en conserve, du thon en conserve. Utiliser des entrées à base de lentilles, par exemple, aussi, qui vont apporter beaucoup de protéines, ou rajouter des dés de jambon, des dés de fromage, pour vraiment compléter les apports des crudités. On peut aussi travailler avec la cuisine pour essayer de faire des desserts ou des collations maison à base d'œufs et de lait qui vont là encore être un peu plus riches et apporter des protéines aux résidents. Profiter de l'appétit du petit déjeuner. Pour certains résidents qui ont petit appétit, c'est vraiment une opportunité, une petite fenêtre où là, il y a la possibilité de leur faire manger un petit peu plus qu'aux autres repas. Donc, c'est dommage de se limiter à juste du pain et des boissons chaudes. On peut essayer de rajouter au moins des produits laitiers. Après, on peut décliner aussi le petit déjeuner en version salée avec plein de choses. Hein. Encore une fois, c'est en fonction des habitudes de la personne. Le soir, souvent, c'est difficile pour les personnes âgées de consommer un plat, de la viande, etc. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de partir sur des plats complets à base d'œufs, de lait et de fromage, comme les quiches, les soufflés au fromage, les gratins. Et puis, une des pistes aussi hyper intéressantes, c'est l'enrichissement du potage. Alors, selon les établissements, hein, c'est fait pour les résidents dénutris ou pour tous les résidents. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que devant des résidents qui mangent très peu au dîner et pour lesquels le potage représente une grosse partie du dîner, il est hyper intéressant de l'enrichir.
Et puis, bien sûr, en cas de dénutrition, là, il faudra en plus veiller à optimiser les enrichissements pour vraiment encore plus booster les apports en protéines et à proposer des compléments nutritionnels oraux si besoin, si vraiment l'alimentation standard n'est pas suffisante. Charlotte, juste avant de passer à notre question, si tu peux remettre juste la slide d'avant, on a une question pour les personnes végétariennes. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Alors, donc chez les personnes végétariennes qui ne mangent pas du tout de viande, de poisson ou d'œufs, alors ça dépend des gens, c'est sûr que ça fait partie des vecteurs les plus intéressants pour apporter des protéines. Donc, il va y avoir une vigilance encore plus accrue en fait chez ces personnes-là. Après, on a vu que la viande, le poisson et l'œuf, ce n'étaient pas les seules sources de protéines dans notre alimentation. Il y a évidemment les produits laitiers sur lesquels il faut vraiment se reposer dans ces cas-là, essayer d'augmenter la prise de produits laitiers tout au long de la journée et puis essayer aussi de s'appuyer sur les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges qui vont apporter beaucoup de protéines végétales aussi. J'espère que ça répond à votre question, Sabine. Et puis, on en a une deuxième. Est-ce que l'enrichissement de repas nécessite une prescription médicale en EHPAD? Alors ça c'est toujours… généralement, ce qui se passe, c'est que il faut… quand on constate que le résident mange moins, mange vraiment pas suffisamment, l'idée, c'est pas d'attendre d'avoir joint le médecin traitant pour réussir à commencer à initier quelque chose. L'enrichissement, certaines parties de l'enrichissement chez il serait limite profitable à toutes les personnes âgées. Donc, faut pas attendre. Après, l'idée, c'est bien sûr de toujours informer le médecin traitant, de voir quand même avec lui ce qu'il préconise de faire, avec le médecin co de l'établissement aussi, évidemment. Mais voilà, plus ça sera mis en place tôt et plus on a des chances que ça fonctionne pour la personne. Donc, en tout cas, privilégier vraiment les aliments riches en protéines. Et puis, il n'y a pas de danger à mettre en place certains des premiers enrichissements, comme l'enrichissement du potage, par exemple. Si c'est juste une perte d'appétit ou un manque d'appétit et qu'on voit que le résident mange peu, ça peut être une mesure de prévention. Et là, il n'y a pas besoin d'une prescription, mais en effet, juste d'informer, comme l'a dit Charlotte, c'est déjà suffisant. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vous propose de passer à la suite et donc de vous interroger, vous, déjà, dans vos établissements. Est-ce que parmi vous, certains vont proposer des aliments riches en protéines au petit déjeuner? Donc, vous pouvez lever la main, ceux qui proposent des aliments riches en protéines au petit déjeuner, comme par exemple des produits laitiers ou encore fromage blanc. Il y a quelques mains qui se lèvent. Oui, ça augmente vite. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat quel type d'aliments vous pouvez proposer. Est-ce que certains vont jusqu'à proposer des petits déjeuners à l'anglaise avec du jambon et du fromage, voire même des œufs pour certains? Ok, donc 18 sur 40, à peine la moitié d'entre vous proposent des aliments riches en protéines au petit déjeuner. Super. Ok, et donc là, on a produits laitiers, jambon, gâteaux maison qui sont proposés au petit déjeuner, voire plutôt, pour certains, plutôt des yaourts, et certains uniquement si c'est apporté par la famille. Donc, par exemple, il y a des rillettes qui sont proposées par la famille et elles peuvent être proposées au petit déjeuner. Ok, souvent les produits laitiers, un type yaourt ou fromage, si certains résidents acceptent. Lait en poudre ou poudre de protéines si la personne ne veut pas d'autres composantes. Ok, donc produits laitiers et en fonction plus ou moins jambon, rillettes, mais plutôt au cas par cas. Super. Merci beaucoup pour ces réponses. Et donc, deuxième question, qui parmi vous enrichit systématiquement le potage pour tous les résidents? Donc, levez la main ceux qui enrichissent systématiquement le potage pour tous les résidents. Ok, donc là, ça arrive petit à petit. Ouais.
Donc, on a un témoignage qui nous dit pas systématiquement car le budget explose sinon. Et d'autres nous disent crème ou fromage frais. Donc là, c'est pas systématique. Vous êtes 6 sur 40 à enrichir systématiquement le potage. Je suppose que pour les autres, voilà, c'est pas en systématique, mais seulement en préventif et curatif si y a une dénutrition qui est avérée. Ok, super, merci pour vos retours. Donc, on a vu que voilà, l'enrichissement, ça dépendait un peu. On avait certains d'entre vous qui enrichissent systématiquement et d'autres qui enrichissent en préventif ou en curatif s'il y a une dénutrition avérée. On voulait juste faire un petit focus là sur les enrichissements parce que tous les enrichissements ne se valent pas. Hein. Ça dépend des produits et de la quantité de produits et d'aliments qu'on va ajouter dans les aliments. Donc, si on prend l'exemple du potage, qui est souvent assez facile à mettre en place, donc un potage classique, un bol de soupe, ça apporte très très peu de protéines. On est environ à 3 grammes en fonction des aliments qu'on propose. Si on enrichit, donc la manière la plus simple d'enrichir, c'est ce qu'on avait mis pour Madame Durand. Hein, donc c'est de la vache qui rit Formule Plus et de la poudre de lait. Et donc là, on va ajouter 7 grammes de protéines supplémentaires. Donc on va passer de 3 grammes à 10 grammes de protéines. Donc c'est quand même assez intéressant. On peut aussi proposer, pour varier les goûts, les textures et en fonction des types de potage, proposer d'enrichir avec des lentilles, par exemple, ou avec du parmesan, ou encore avec du jambon mixé. On va être à peu près sur les mêmes quantités de protéines supplémentaires ajoutées. Donc, c'est déjà hyper intéressant. Après, pour comparaison, si on ajoute de la poudre de protéines, donc il y a des poudres de protéines qui sont sans goût, qui ne modifient ni la couleur, ni la texture, ni l'odeur. Si on ajoute 2 dosettes de protéines dans un bol de potage, là, on va passer de 3 grammes de protéines à 25 grammes de protéines. Donc, on voit qu'il y a vraiment un enrichissement vraiment plus important, qui est vraiment optimal. Et pour vous donner un ordre d'idée, 25 grammes de protéines, ça équivaut à peu près à à une crème dessert, un complément nutritionnel oral, comme par exemple une crème dessert. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, juste pour que vous ayez en tête, tous les enrichissements ne se valent pas. C'est toujours intéressant parce que ça va forcément augmenter les apports en énergie et en protéines. Mais en fonction, si on est sur tous les résidents ou si on va être plutôt en curatif, s'il y a par exemple une dénutrition avérée, peut-être qu'il va falloir choisir le type d'enrichissement proposé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Et juste en plus des apports en protéines, il ne faut pas oublier l'énergie et les calories et donc ne pas hésiter à proposer du beurre, de l'huile ou même de la crème entière. Ça peut aussi apporter un peu plus d'onctuosité, un peu plus de goût et donc ça peut favoriser le plaisir de manger et donc qu'ils en consomment plus. Idem pour les entremets, tous les enrichissements ne se valent pas également. Lorsqu'on prend un entremets classique avec de la poudre de flan et puis du lait, ça apporte pour une portion environ 3,5 grammes de protéines. Donc, dans la recette, on peut ajouter une portion de poudre de lait entier, environ 2 cuillères à soupe, donc 20 grammes. Ça va apporter 5 grammes de protéines. Donc là, on va plus que doubler l'apport en protéines de l'entremet. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour comparer, si on ajoute une dosette de poudre de protéines, donc environ 12 grammes de poudre de protéines, ça va apporter 11 grammes de protéines supplémentaires. Et donc, on va avoir un entremets qui va apporter au total 14,5 grammes de protéines. Donc là aussi, on est vraiment encore plus intéressant. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous montrer des exemples d'enrichissement, que tout ne se vaut pas, tout ne se vaut pas dans les enrichissements et qu'il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'on est là juste pour garantir la couverture des besoins nutritionnels ou vraiment est-ce qu'on est là pour optimiser et augmenter encore plus les besoins, les apports nutritionnels parce que le résident est dénutri ou à risque plus de dénutrition. Il y a juste un petit commentaire avant de passer à la suite. Cela nécessite que l'enrichissement se fasse au bol du résident, alors qu'en réalité, cela est fait pour la soupière. Il faut une vraie réflexion des pratiques. Alors là, on l'a proposé, on l'a présenté sous forme de bol et de portions individuelles, mais évidemment, dans la majorité des cas, quand on fait la soupe, on va enrichir pour une quantité de 10 bols et donc là, ça va se faire à la soupière. Donc, il faut en effet recalculer les portions à ajouter pour que ce soit plus facile pour les soignants. Idem pour l'entremet enrichi. En général, ça se fait au moment de la recette pour tous.
On ne va pas faire juste une petite portion d'entremets à côté, mais on le fait évidemment en plus grosse quantité. Là, c'était pour vous montrer, comme on a parlé pour Madame Durand, que vous voyez pour une personne ce qu'on ajoute en protéines en supplément en fonction des aliments qu'on choisit. Ok, donc on passe à la suite avec un autre type d'adaptation de l'alimentation qui est souvent nécessaire en EHPAD en cas de troubles de mastication et de la déglutition, c'est le passage en texture modifiée. Donc, il s'agit d'une transformation mécanique des plats et des aliments pour en fait les rendre consommables par des résidents qui ont des troubles de la mastication ou de la déglutition et donc qui vont avoir des difficultés pour mâcher, pour avaler une alimentation standard. Et donc, on va leur apporter, adapter l'alimentation, leur apporter une alimentation avec une texture qui soit adaptée à leur capacité. Donc, ça, c'est vraiment des décisions à prendre en équipe et à réévaluer régulièrement. Le plus courant en EHPAD, vous connaissez peut-être la classification IDDSI qui existe depuis 2019 et qui avait vraiment une volonté d'uniformiser les pratiques en fait et les appellations des différentes textures. Généralement, ce qu'on retrouve en EHPAD, c'est la texture normale, enfin l'alimentation normale, l'alimentation mixée qui va être vraiment très mixée pour être consommable par les personnes avec des troubles de la déglutition. Et puis, généralement, on a une texture un peu entre deux qui, en fonction des établissements, s'appelle haché fin, mouliné. Mais voilà, généralement, il y a 3 textures différentes qui sont proposées en EHPAD. Ce qui est important de retenir, c'est que ce passage en texture modifiée, il n'est pas sans conséquence. C'est vraiment une balance entre des bénéfices et des risques. Alors, des bénéfices, évidemment, quand on a quelqu'un qui n'arrive plus à se nourrir avec l'alimentation standard, qui n'arrive plus à mâcher ou à avaler, le passage en texture modifiée, ça lui permet de maintenir ses apports alimentaires, de maintenir quand même un certain plaisir de manger et une autonomie. Et puis, ça diminue les risques de complications qui vont être liés au risque de fausse route. Donc, c'est parfois absolument nécessaire. Par contre, il y a aussi des risques en fait de ce passage en texture modifiée avec un risque de diminution des apports nutritionnels. Le fait de mixer les aliments, il y a certains aliments qui vont un peu disparaître de l'alimentation du résident parce qu'ils sont compliqués à passer en texture modifiée. Il va y avoir aussi un effet de dilution, évidemment, pour mixer quelque chose, il faut le diluer et donc on dilue aussi les apports nutritionnels. La texture mixée au quotidien, à tous les repas, tout le temps, ça peut aussi diminuer le plaisir et l'appétit. Et donc, tout ça, ça engendre un risque supérieur de dénutrition. Et donc, ce qui va être important, c'est cette vigilance d'essayer d'enrichir les mixés, d'essayer de faire en sorte que les mixés apportent suffisamment d'énergie et de protéines pour les résidents. Et puis, avoir quand même dans un petit coin de la tête que mixer un jour n'est pas forcément mixer toujours et que parfois, un résident peut avoir besoin d'une alimentation mixée parce qu'il traverse une période un peu compliquée, qu'il est très fatigué, etc., ou qu'il a des problèmes bucco-dentaires. Mais voilà, il faut essayer de réévaluer ça, dans le temps. Enfin, cette prescription n'est pas forcément figée, elle est à reconsidérer pour ne pas laisser quelqu'un en alimentation mixée alors que finalement, il serait capable de finalement manger haché ou de remanger normalement. Avant de passer à la dernière partie, n'hésitez pas si vous avez des questions et on en a une sur les marques de poudre de protéines. Avez-vous des marques de poudre de protéines qui se mélangent bien à froid comme à chaud avec un tarif abordable? Alors, il y a plein de marques de protéines. Nous, on n'est pas expertes et puis surtout, on n'est pas à prôner une marque plus qu'une autre. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a différents types de poudres de protéines. Il y a des protéines laitières, il y a des protéines de collagène. Enfin, il y a différents types de protéines et donc, en fonction du type de protéines, elles vont avoir un comportement différent. Ce qu'on sait, en tout cas, ce que les EHPAD nous remontent beaucoup, c'est que les poudres de protéines de collagène ont vraiment très peu d'impact sur le goût et la texture et qu'elles conviennent vraiment bien à froid et à chaud. Donc, il y a plusieurs marques qui font ces poudres de protéines de collagène. Il y a Nutrisense et qui fait la Forte au Caire et puis la Protisi.
de Nutrisis, je crois. Celle-là que j'ai en tête. Aurélie, je ne sais pas si tu en as d'autres. C'est à peu près celle-ci que j'ai en tête. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Ça bouge pas mal dans les labos, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Et puis après, en tarif abordable, c'est aussi des questions à avoir et des réflexions peut-être plus globales entre on a notamment, vous pouvez voir hein, dans un webinaire qu'on a fait auparavant, sur l'enrichissement des produits. Certains ont choisi de prendre que de la poudre de protéines qui vont ajouter dans différentes recettes et ne plus utiliser des compléments nutritionnels oraux ou d'autres types de produits. Et donc, finalement, ils s'y retrouvent au niveau du prix. Donc, après, ça peut être voilà, de réfléchir en termes de globalité. Est-ce que si on prend une poudre de protéines, oui, qui est peut-être plus chère à l'achat, mais qu'on peut mettre partout et qu'on utilise moins d'autres produits, est-ce que ça ne peut pas être plus intéressant? Mais c'est les deux que tu as dit, hein, Charlotte. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc on va continuer avec la dernière partie et qui n'est pas des moindres. Hein, quand on parle d'adapter l'alimentation, un des premiers éléments à avoir en tête, c'est pour stimuler le plaisir de manger. Hein, c'est souvent ce que les résidents disent, hein, manger, c'est presque le seul plaisir qu'il nous reste. Et donc, comment on peut faire pour stimuler le plaisir de manger? On a plusieurs pistes. Une première que vous faites hein, sûrement déjà, c'est élaborer des recettes qui plaisent aux résidents. On sait que les résidents, ils ont souvent, ils aiment les saveurs simples et traditionnelles. Ils sont attachés à des produits culturellement marqués, comme par exemple la soupe au dîner avec le fromage, comme par exemple le camembert, qui sont des produits assez appréciés par les résidents. Et puis des plats typiques comme la blanquette de veau, le merlu sauce beurre blanc ou encore le bœuf bourguignon. Ça, c'est vraiment des recettes qui plaisent aux résidents et qui fonctionnent plutôt bien, qui sont bien consommés. On sait que les résidents, ils sont souvent très soucieux de la qualité gustative avant tout. Donc, c'est vraiment important d'avoir des produits de qualité et de choisir des recettes traditionnelles qui leur rappellent aussi des souvenirs de plats qu'ils avaient l'habitude de consommer, tout en ayant en tête que oui, c'est un groupe, oui, ils ont des goûts similaires, mais il en faut quand même pour tous les goûts et que les seniors, comme nous tous, sont des mangeurs hétérogènes et qu'on peut avoir des profils différents et des goûts différents. Le deuxième élément, qui n'est pas des moindres, c'est aussi renforcer la flaveur des recettes en stimulant l'appétit, en relevant les plats avec du sel, du poivre ou encore des épices ou des herbes aromatiques. Hein, éviter que ça soit trop fade, sans sel, etc. Parce qu'on sait que s'il n'y a pas de goût, ça va diminuer la satisfaction du repas, diminuer le plaisir de manger. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un assaisonnement important, mais ça peut être aussi de permettre un assaisonnement personnalisé, de mettre à disposition des condiments pour que les résidents eux-mêmes personnalisent leurs plats. Il y a une étude qui a montré que lorsque les condiments étaient à disposition, on augmentait significativement l'appréciation du repas, mais aussi la prise alimentaire. Donc, ça peut être intéressant de proposer un assaisonnement personnalisé avec différents types de condiments. Troisième élément, au-delà finalement du contenu de l'assiette et des recettes qu'on peut proposer, c'est faire du moment un repas agréable en soignant l'environnement et la présentation du repas, en aménageant la salle à manger avec la disposition des tables, la décoration, la lumière, le bruit. Aussi en présentant les plats, donc sur la présentation des plats, la vaisselle qu'on va utiliser, la disposition dans l'assiette et encore plus lorsqu'on est en texture mixée, c'est parfois difficile de manger, ça peut altérer le plaisir de manger et encore plus si c'est pas bien présenté dans l'assiette. Donc il faut encore plus être vigilant à la présentation des plats lorsqu'ils sont en texture modifiée. Et aussi sur le service, lorsqu'on sert les plats pour peut-être favoriser la convivialité, proposer le plat au milieu de la table et que chacun se serve pour être plus autonome, recréer du lien avec l'aliment. Et puis présenter oralement aussi le plat, c'est parfois difficile de reconnaître les aliments. Donc de savoir ce qu'on mange, ça peut aussi favoriser le plaisir de manger. Et puis, valoriser les menus et les produits, hein, informer les convives sur la provenance des produits, par exemple. Ça peut être aussi intéressant pour redonner du sens au repas. On sait vraiment hein, que l'environnement du repas, il stimule l'appétit, ça augmente la prise alimentaire si le repas il est servi à table dans une ambiance conviviale. Donc oui, il y a le contenu et les menus et les recettes hein, qui sont vraiment importants, mais il y a aussi tout l'environnement autour du repas. Donc ça, c'est des choses, des pistes que vous pouvez mettre en place. Et puis, il ne faut pas oublier d'essayer d'impliquer au maximum les résidents, hein, de recréer du lien entre les résidents et leur alimentation, donc par plusieurs biais.
soit par la convivialité en organisant des repas festifs, thématiques liés à un événement. Donc, par exemple, qu'on fasse un menu en mettant en valeur un produit local, en proposant cette saison, par exemple, des barbecues, proposer des plats spéciaux lors d'anniversaires ou alors des plats pour Noël et Pâques. On peut aussi impliquer les résidents par les gestes en essayant de recréer du lien avec le repas. Certains d'entre vous le font déjà, hein, de proposer des épluchages de légumes, pourquoi pas même de proposer un potager pour produire soi-même les légumes et puis proposer des ateliers cuisine pour qu'ils soient vraiment acteurs en fait de leur alimentation. Et puis aussi de recueillir et d'impliquer les résidents par la parole en recueillant leurs avis, leurs réactions via les commissions menus, mais aussi lorsque le cuisinier puisse passer pendant les repas pour recueillir en direct les retours des résidents et puis voilà, que les résidents puissent mettre un visage sur la personne qui prépare leur repas. Et puis aussi, pourquoi pas, de proposer des recettes et par exemple de faire la blanquette de veau de Madame Durand avec sa recette. Ça peut être aussi intéressant pour vraiment impliquer les résidents. Finalement, ce qu'on voit, c'est que favoriser le plaisir de manger, ça va vraiment permettre d'augmenter la prise alimentaire et d'augmenter la couverture des besoins nutritionnels. Et donc, on sait que si on augmente la prise alimentaire et la couverture des besoins nutritionnels, on va avoir moins de dénutrition, mais on va aussi avoir moins de gaspillage alimentaire parce que les résidents, en prenant plus de plaisir, ils vont manger plus et donc il va y avoir moins de restes dans l'assiette. Et lorsqu'on diminue la dénutrition et le gaspillage alimentaire, on va faire des économies et ces économies-là vont nous permettre de les réinjecter pour acheter des produits de qualité ou des produits parfois un peu différents. Et ces produits de qualité vont permettre de favoriser le plaisir de manger. Donc, on est vraiment ici dans un cercle vertueux de l'alimentation. Si on a vraiment en tête le plaisir de manger, on sait que ça va avoir des impacts bénéfiques à la fois sur la santé des résidents et aussi sur l'impact environnemental de la restauration collective. Sur l'environnement du repas, dans vos établissements, est-ce qu'il y a une idée, quelque chose qui fonctionne à tous les coups dans vos établissements? Donc, n'hésitez pas à nous partager dans le chat une idée qui fonctionne, soit sur l'implication des résidents, sur l'environnement du repas ou sur des recettes qui fonctionnent bien, ou sur des épices, des choses que vous avez mises qui fonctionnent bien. N'hésitez pas à nous partager les idées. On pourra après les repartager aux autres. C'est toujours intéressant d'avoir les astuces de nos collègues. C'est plus simple, si certains préfèrent prendre la parole, vous pouvez aussi lever la main, on vous permettra de parler, ça sera peut-être plus simple. Alors, on a les repas à thème qui arrivent beaucoup, hein, plus spécifiquement les repas fruits de mer. Alors, peut-être quelqu'un qui nous vient de la côte. Les repas préparés par petits groupes de résidents et après dégustation, c'est valorisant et ça permet de recréer du lien. Ça, c'est vrai, hein, enfin, on vous l'a dit en intro, mais l'arrivée en EHPAD, ça crée aussi de la distance entre le mangeur et l'aliment. Et donc, tout ce qui peut favoriser, recréer ce lien entre la personne qui va manger et ce qu'il y a dans son assiette, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment stimulant. Des menus à thème chaque mois avec décoration, animation qui va avec, super. Repas partagés avec le personnel, avec les familles. Les moules frites. Là, on voit finalement même se remettent à manger. Ouais. Quand il y avait des textures modifiées, finalement, ils se remettent à manger en texture normale parce que c'est des produits qu'ils apprécient. Annonce du menu à voix haute par un résident ou un membre du personnel. Et mettre à disposition des vinaigrettes ou récipients de sauce en plus pour mieux assaisonner. Super. Super, il y a déjà plein d'idées. Mise en place de commissions menus et dégustation, participation au grand repas, donc un événement apparemment national, des menus à thème, etc., un pique-nique, barbecue. Il n'y a plus de problème de faim ou de texture. Et ouais, dès qu'on change un peu la routine, on peut oublier certains problèmes. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis, on voit bien que ça marche en fait. Les équipes qui ont réussi à mettre ça en place dans leur établissement constatent que ça stimule beaucoup les résidents. Après, c'est un travail vraiment à faire en équipe. Il faut que tout le monde soit motivé pour organiser ce genre d'événement, mais ça vaut le coup.
aussi le manger main, qui peut être aussi un bon moyen pour augmenter les apports alimentaires des résidents. Bah, super, bah, merci à tous pour ces idées. Hop. On va peut-être, je vois l'heure qui tourne, donc on va peut-être juste passer à la suite. Juste si vous voulez, en fait, il y a des ressources qui sont à votre disposition. Hein. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'entre vous qui le connaissent, mais pour les nouveaux arrivants parmi nous, il y a le kit Dénut EHPAD, qui est un kit de sensibilisation à la dénutrition, à destination des équipes d'EHPAD et puis des résidents également. Donc, dans ce kit, il y a différents supports pédagogiques pour vraiment comprendre ce qu'est la dénutrition, casser les idées reçues autour de l'alimentation de la personne âgée, donner des moyens mémotechniques aux équipes pour repérer au plus tôt une dénutrition. Des fiches pratiques aussi, notamment une fiche enrichissement avec plein d'idées pour essayer d'enrichir l'alimentation du résident à la fois en cuisine et puis vraiment à table, à différents niveaux. On a sur notre site internet aussi une page qui répertorie des recettes enrichies si vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et puis, il y a à votre disposition aussi, à disposition des infirmiers, diététiciens et médecins d'EHPAD, l'outil Dénut EHPAD qui est un outil numérique qui vous aide à diagnostiquer la dénutrition. Donc, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à nous recontacter. On pourra vous donner les accès pour tester. Et puis, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, avec aussi tous les webinaires thématiques, comme celui-ci, qu'on organise régulièrement. Et donc, tous les replays sont disponibles sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis là, un peu plus globalement, l'accompagnement qu'on propose aux professionnels d'EHPAD à la SRAE Nutrition. Donc, on met à dispo les outils dont on vient de vous parler. On fait les webinaires thématiques de la mise en réseau si vous avez besoin. Et puis, on organise aussi des temps d'information, de sensibilisation en équipe. On peut venir au sein de vos établissements pour organiser un petit temps d'information à toute l'équipe ou à une partie de l'équipe en fonction de vos besoins. On s'adapte. Sur la dénutrition ou sur l'alimentation de la personne âgée en EHPAD ou sur la thématique pour laquelle vous avez besoin. Et on peut aussi vous accompagner de manière un peu plus personnalisée pour voir un peu comment ça se passe dans votre établissement, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, de quoi vous auriez besoin, et puis vous aider à mettre en place un peu un plan d'action. On peut venir animer des groupes de travail pluripro pour aboutir à un plan d'action pour améliorer l'alimentation en EHPAD ou encore la formalisation, par exemple, d'un protocole des nutritions qui serait adapté à votre établissement. Donc, on reste disponible avec Aurélie pour toute question, pour toute sollicitation. Vous avez nos mails, n'hésitez pas à nous recontacter. Puis, de toute façon, on vous enverra un petit mail récap avec le lien vers le replay, le PowerPoint présenté aujourd'hui. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour nous recontacter si besoin.